nous allons voir ce que j'ai appelé la situation en France, les avantages, les inconvénients, les difficultés et éventuellement les solutions qu'on peut essayer d'y apporter. Alors, d'abord, il faut comprendre que évaluer la situation de l'enseignement de la médecine chinoise en France demanderait une étude comparative par rapport à ce qui existe dans d'autres pays, de relativiser aussi bien les difficultés que les avantages. Cette comparaison n'aurait de sens qu'en examinant l'ensemble du système de santé publique, car certains problèmes ne concernent pas spécifiquement la médecine chinoise. Mais d'autres pratiques médicales, incluant d'ailleurs parfois même la médecine occidentale conventionnelle. D'autre part, certaines conditions spécifiques à la France comportent, comme les deux faces d'une médaille, une part d'avantage et une part d'inconvénient. Nous allons donc essayer de présenter aussi objectivement que possible un état des lieux de la situation actuelle, en exposant, le cas échéant, les ambiguïtés et les contradictions. Et dans ce sens, trois grandes catégories peuvent être évoquées. L'aspect culturel, l'aspect économique et l'aspect politique et juridique, bien sûr。这里稍微补充一下哈，就是现在呢，中医认可遇到的这些问题呢，它不仅仅是针对中医本身的，它可能是整个医疗体系同样面临的问题。所以说呢，不仅仅是涉及中医，而且呢，还涉及其他的医疗实践，然后甚至包括西医。这里的传统医学哈，不是传统医学，是西医，西医。Donc, trois grandes catégories peuvent être évoquées. L'aspect culturel, l'aspect économique et l'aspect politique et juridique. On va commencer par l'aspect culturel. Les premières informations sur la médecine chinoise sont parvenues en France il y a à peu près 4 siècles, comme je l'ai expliqué dans mon premier cours, pour les personnes qui ont pu y assister. Bien qu'elle ne se soit développée avant le XXe siècle que de façon limitée et dans certains milieux, il n'en reste pas moins vrai qu'il s'est constitué une sorte de transmission, au moins au travers des écrits accessibles dans nos bibliothèques. Il faut également mentionner que la France a été un pays précurseur pour l'étude de la langue et de la civilisation chinoise, puisque Jean-Pierre Abel Rémusat, qui a vécu donc 1788 à 1832, a été le titulaire en 1814, le premier titulaire de la première chaire d'études chinoises en Occident. La première fois, donc ça a eu lieu pas seulement en France, mais en Occident, au Collège de France, première chaire de sinologie. Et on considère qu'il est le fondateur de la sinologie contemporaine. La discipline s'étend auparavant, depuis le XVIIe siècle, essentiellement développée dans le milieu des missionnaires chrétiens, des jésuites. Or, il se trouve que Rémusat était médecin
il a consacré sa thèse de doctorat au diagnostic par l'examen de la langue en Chine. Donc, le premier sinologue vraiment officiel français a étudié la médecine chinoise. Par ailleurs, la première thèse de doctorat de médecine chinoise a été soutenue à l'université de médecine de Montpellier, là où j'ai travaillé, en 1759. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'en dehors de la Chine et de l'Asie, une thèse de médecine était soutenue dans un pays occidental. Juste pour être certain, professeur, ici, Rémusat a consacré sa thèse au diagnostic par l'examen de la langue, c'est-à-dire l'organe. C'est pas la Oui, langue dont on parle. non, bien sûr. Vous savez, en médecine chinoise, on utilise la langue comme on utilise les poux, comme on utilise le teint. Donc, c'est l'examen de la langue et de l'enduit de la langue qui donne des informations sur le diagnostic. D'accord, OK。那么这里呢，就首先讲到文化方面哈，有几个需要补充的地方。这位雷穆沙呢，是西方世界的第一位汉学家啊，真正意义上的汉学家。当时1814年的时候呢，他开始担任法兰西学院的这个西方汉学的主席这个是非常高的荣誉了哈。在西方，还不仅仅是在法国，在西方是第一个开创了汉学的人员。现任的这个法兰西学院的汉学的主席呢是陈爱兰，有兴趣的我们可以去查一下哈。这里还有一个要补充的一点，当时呢，雷穆沙呢，他自己所做的论文呢，是研究中国的这个不是语言哈，就是说中医里面呢，他把舌脉哈，就是通过这个舌头来去诊断疾病，来去作为他论文的研究方向、研究题目。这里不是语言哈，是舌头哈，舌头。因为法语里面这个语言跟舌头是同一个词。哎，然后呢，这里还有一点需要来去特别指出的最后一句话，这里1759年在法国南部的蒙彼利埃大学，也就是我们这个马叶一教授曾经工作过的这个地方，当时呢，第一篇关于中医的论文呢，是在这个地方答辩的，就是西On peut,方的第一篇关于中医的论文。嗯，对。on peut donc évoquer l'avantage d'une tradition historique française très ancienne dans le développement de la médecine chinoise, renforcée par des liens intellectuels également anciens entre la Chine et la France. Le français reste encore, juste après l'anglais, la langue dans laquelle on trouve le plus de traductions de textes médicaux classiques. Même si, évidemment, au regard de l'étendue de la littérature chinoise, il reste beaucoup à faire. Les grands textes fondateurs, c'est-à-dire le Neijing, Shenlong, Pen Shaoqing, le Shanghan, etc., sont disponibles dans plusieurs éditions de langue française, comme je vous en ai parlé lors de ma dernière communication. Cependant, force est de constater que le niveau moyen des quelques 8000 praticiens de médecine chinoise en exercice n'est pas à la hauteur de ce bilan historique et que l'offre de formation est encore à un niveau assez inégal. On peut mentionner à ça plusieurs causes. Tout d'abord,
le manque d'implication des universités d'État et des centres de recherche nationaux qui ignorent la médecine chinoise ou ne l'abordent qu'à travers d'autres disciplines, comme par exemple les sciences sociales, l'histoire, l'anthropologie, etc. Et donc qui ne permettent pas qui ne permettent pas, disons, de préparer, de former les praticiens et les enseignants et les chercheurs dans le champ spécifique des applications cliniques. La médecine chinoise n'est donc qu'un objet d'étude culturelle. Sa dimension pratique est négligée. Je parle bien sûr ici du plan universitaire. Je ne parle pas des écoles privées. D'accord? Ça veut dire que tout simplement, j'ai dirigé un certain nombre de thèses en lien avec la médecine chinoise. Là maintenant, vous écoutez bien parce qu'il va falloir traduire, ce n'est pas écrit ça, monsieur Yang, hein. Donc, j'ai dirigé un certain nombre de thèses en lien avec la médecine chinoise. Beaucoup de ces thèses portent, par exemple, sur des questions historiques, des questions anthropologiques, quelques-unes sur des questions cliniques. Mais d'une façon générale, l'université est encore assez timide à introduire des enseignements sur la médecine chinoise. 我们这个马伊琍教授呢，在法国南部的蒙彼利埃大学担任教授的时候，曾经指导过非常多的博士论文，也是非常多博士的导师。当时呢，这些博士论文呢，在研究中医的时候，把目光跟重点呢，大多是放在了其他学科上面，比如说通过人类学、通过历史学去研究中医，而通过这个临床方面去研究中医呢，是少之又少。这个原因呢，刚才也在 PPT 上面提到了，因为在法国呢是不存在专门培养中医这个临床医生的这个教育文凭。那么呢，这个是我们现在面临的一个现状。很多法国人在研究中医的时候呢，没有办法通过临床来去研究中医，而只是通过其他的文化类的学科去研究中医。Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. En 2006, il y a maintenant 18 ans donc, j'avais été nommé professeur titulaire de la chaire d'études chinoises de l'université de Louvain en Belgique. Et j'avais créé à ce moment-là le premier certificat universitaire de médecine chinoise, qui était, comment dire, de niveau master, si on peut dire, comme un master. Eh bien, l'université m'avait demandé d'intituler ce certificat universitaire Histoire et épistémologie de la médecine chinoise. Histoire et épistémologie de la médecine chinoise. Ça veut dire histoire et doctrine de la médecine chinoise, théorie. En réalité, je n'enseignais pas spécifiquement l'histoire et l'épistémologie. J'enseignais toute la médecine chinoise. Ça veut dire les méthodes de diagnostic, l'interrogatoire, les pouls, l'étude de la langue, les méthodes thérapeutiques, etc. L'université, les dirigeants de l'université m'avaient dit
peu importe ce que vous enseignez, vous faites ce que vous voulez, c'est vous le patron. Mais vis-à-vis du public et du monde politique, on ne va pas donner le nom de certificat chinoise, mais certificat d'histoire et d'épistémologie de la médecine chinoise pour ne pas fâcher l'université de médecine occidentale. Est-ce que c'est clair ce que j'explique? Oui，On a 那么，préféré une hypocrisie en quelque sorte. 那么 Essayez 现 de 在就 résumer ça. 是，对，举一个例子啊，跟大家讲述一下中医在法国、在欧洲，在法国，特别是在法语世界任何道路上遇到的这个巨大的困难。2016年的时候呢，马叶怡教授受到比利时鲁汶大学的邀请，去讲授一门硕士类的课程去讲授一门硕士类的课程。他当时也是比利时鲁汶大学的客座教授。当时呢，这个硕士课程呢是有一个名称的，这个名称呢叫做中医历史以及理论学。中医历史以及理论学。但是呢，当时这个鲁汶大学的校长就对我们马叶怡教授说，即使我们这个硕士文凭的名称是中医历史以及理论，你大可以讲中医临床方面的所有诊断方法、望闻问切等等临床实践的内容。也就是说，这个比利时鲁汶大学的校长呢，为了不让这个普通的公众以及政治人物感到这个抗拒也就是说，在公众人物以及政治人物他们眼中呢，如果说我们来去设立这么一种硕士级的这个文凭，来去讲授真正的临床医学、临床的中医学、诊断方法、望闻问切等等，会让他们感觉反感，以至于会导致我们这个文凭举办的这个失败。所以说呢，他们采取了一种比较虚伪的方式就是这个直接就是，说我们名义上说我们这个硕士文凭讲的是中医历史以及理论，但实际上我们的教授可以比较自由的安排里面内容这个文凭里面包括的这个课程内容，它可以讲所有的临床诊断方法。所以说呢，从这一点我们可以看出来，现在中医呢，在法国如果要获得认可呢，它需要跨越的这些困难，公众的认识、政治人物的认识，以及西医类大学的这个反对，因为对于他们来说，中医是对西医的一种威胁。Les facultés de médecine restent idéologiquement fermées au développement d'un autre système médical, dont les paradigmes, les théories, la nosologie et les méthodes de diagnostic et de traitement ne correspondent pas à leurs habitudes de pensée. Les universités de médecine chinoise de Chine populaire, de Corée ou d'autres pays où cette médecine a une existence officielle, n'ont ainsi pratiquement pas de véritable partenariat avec des universités françaises. Le plus souvent, ça relève, il y a des accords diplomatiques de forme, il y a des conventions, il y a des choses de ce genre, mais il n'y a pas un réel travail de collaboration scientifique quotidien. Elles établissent essentiellement des conventions avec les écoles privées. Ça entraîne une dissymétrie incompatible avec un véritable échange. Parce que, alors là, écoutez bien, monsieur Yang, je complète. D'un côté, on a des universités d'État en Chine, et comme en France, les universités d'État ne sont pas tellement intéressées par la médecine chinoise, eh bien, les universités chinoises font des conventions avec des écoles privées. Mais on a d'un côté
des universités soutenues par l'État, par le gouvernement chinois, et de l'autre côté, des écoles pas du tout soutenues par le gouvernement français et qui n'ont pas de statut officiel. Donc, ça crée une sorte, c'est pas symétrique. Vous voyez, il n'y a pas d'équivalence dans la relation. Et donc, ça ne permet pas de déboucher sur une vraie collaboration universitaire et scientifique. 那么这里补充一点，除了 PPT 上面的内容哈，即使在中国、韩国等等哈有真正的国家级的中医药大学，但是呢，由于法国的大学呢，法国的医学类大学呢对中医不是很感兴趣，因为呢中医在法国还没有一个官方认可的地位位置，所以导致了中国的这些国家级的中医药大学呢，在跟法国的教育系统合作的时候，一般是跟私校来去合作。那么这种合作呢，它注定是不平等的，也就是说它是不对称的。国家级的大学竟然跟法国这边的私校来去进行合作，由此呢就导致了没有一个真正意义上的对称的学术性的科学性的这种合作导致了中医在法国迟迟没有得到进一步的认可。Maintenant, on va voir les aspects économiques. En France, la France a un statut qui est très particulier. Parce qu'en France, le prix des études universitaires est très bas, très limité, autour de 300 € par an. Parce que l'État prend en charge les dépenses de l'enseignement public. Donc, c'est très différent du système américain. L'absence d'enseignement institutionnel en médecine chinoise a pour conséquence l'ouverture de dizaines d'écoles privées qui proposent toutes sortes de formations. Comme n'importe qui peut ouvrir une école de médecine chinoise, le meilleur côtoie le pire. Et les centres de formation sont beaucoup trop nombreux. Le point positif, c'est qu'il y a une diversité des offres et que ça apporte la liberté de transmettre des savoirs rares qui sont en marge de programmes trop uniformisés. Certains centres d'enseignement délivrent ainsi des cours de très bonne qualité, d'une qualité aussi bonne que ce qu'on trouve dans les universités chinoises. 那么这里是接下来讲到经济方面的因素导致了现在这个中医认可的这个困难。这里补充一下哈，这里补充一下，就是法国的公立大学的教育呢是比较便宜的，只需要交一个每年300多欧左右的注册费就可以了，因为是国家政府来去承担公共教育的费用的。那么因为这个中医在法国没有一个官方认可的一个地位哈，导致了很多的私有大学、私有的培训机构，就这样应运而生了。这些私有机构非常的多，鱼龙混杂，有水平高的，也有水平低的。虽然说这些机构可以提供非常多样性的这种培训，但是呢，也导致了这个没有一个标准，导致了没有一个标准。有一些教学中心虽然可以提供非常高质量的这个培训，但是毕竟它不是在这个法国的国家级的大学里面所开设的一些培训课程。En revanche, le problème, c'est qu'en l'absence de toute réglementation, comme ce sont surtout des écoles privées, le succès économique impose souvent un recrutement important en utilisant les méthodes de l'économie de marché. Ça veut dire publicité intensive, absence de sélection, réduction
du contenu des cursus, examen facile, élimination des matières ardues ou peu attractives pour le grand public, et tout moyen, en fait, d'accroître le nombre d'étudiants clients. Parce que c'est ça le fond du problème. Les étudiants sont des clients. L'enseignement, comment dire, étant toujours payant et à la charge intégrale de l'élève, les moyens financiers constituent un paramètre de sélection essentiel des participants. Le coût moyen d'une formation est de, au minimum, 2 000 € par an, mais parfois beaucoup plus. Il faut ajouter à cela des frais de déplacement, d'hébergement, ce qui conduit à un budget d'environ 3 000 € par an. 那这里 Alors, ，oui, juste, il faut que j'ajoute une chose, Monsieur Yang. 3 000 € par an pour un Américain, pour un Anglais, peut-être même pour un Chinois, ça n'est pas quelque chose de surprenant pour se former. Parce que les universités, les bonnes universités sont très chères. Sauf qu'en France, les bonnes universités sont quasiment gratuites. Parce que, je vous dis, c'est moins de 300 € par an, même en doctorat. Quand j'ai préparé moi-même, par exemple, mon doctorat à Paris, mon deuxième doctorat à Paris, ça me coûtait 250 € par an. Donc, les étudiants qui doivent étudier la médecine chinoise, pour eux et pour leurs parents, ça fait une très grosse différence. Et payer plus de 3 000 € quand ils peuvent payer moins de 300 € dans une université d'État, ça fait que le type de public qu'on rencontre est un peu particulier. Vous pouvez expliquer ça en 2-3 phrases? oui。那么这里哈是稍微补充一下，就是因为没有任何的监管，所以呢，对于这个中医的学生的培训呢，成为了一种市场经济的操作方式。也就是说，学生呢被当成了客户，包括刚才在这个 PPT 上讲到的内容，没有一个遴选的过程，只要你交费了就可以参与这些培训。所有的这个考试，测验呢都非常的简单，让你只要参加考试就一定能够通过这个考试。然后这里一个非常重要的因素哈，法国的公立大学基本上是免费的，300欧左右每年的这个注册费就足够了。包括了我们马教授之前他在巴黎来去做他的第2个博士学位的时候呢，也是每年才交了250欧元。我们一看这个3000欧每年的哈，大概3000欧每年的这个培训费用啊，私有机构的这个培训费用，可能在美国、英国，甚至在中国都不是一个非常高昂的一个数字。但是呢，在法国，因为有一个比较，公立大学即使是最好的公立大学，它都是非常便宜的。那么对于一些家长来说，他在为孩子选择学校的时候，他就要考虑到这一点了。同样的来去接受培训，大学机构的这个培训，为什么我要来去花费更多的投入资金，让自己的孩子去接受中医类的培训呢？所以说这个呢，巨大的差别导致了我们在这个私有的中医培训学校里面所遇到的一些学生呢是参差不齐的，水平是参差不齐的。
Ainsi, le public le plus jeune, qui a du temps, qui est disponible, mais qui n'a pas beaucoup d'argent, peut rarement les moyens d'étudier sérieusement la médecine chinoise de façon régulière, en y consacrant toute son énergie. Les parents de ces jeunes personnes hésitent à, à financer les études dans un cadre privé qui conduit à une profession qui n'est pas reconnue, qui est illégale en fait. Quant aux personnes plus âgées, si elles ont un emploi et donc davantage de ressources financières, de moyens, elles n'ont en revanche que peu de temps disponible parce qu'elles doivent travailler pour gagner leur vie. C'est pour ça qu'elles ont de l'argent. Ce qui fait que le public qui peut faire de la médecine chinoise ne peut s'y consacrer qu'à temps très partiel. 那么就是刚才讲到的，对于家长给孩子选择学校，那么如果他给孩子选择这个私有的机构提供的中医培训，这个是对于他们来说可能是不值得的，因为即使把孩子培训出来，但是呢，他们之后所从事的这个行业呢，也就是中医，在法国没有一个合法的地位。那么这个投入到底值不值得呢？是一个很容易计算的问题。对于一些有工作的人群，这里不是老年人哈，有工作的人群，他们即使有这个足够的经费能够支持这一部分的私有培训，但是呢，因为要工作，平时没有这么多的时间去参与大学的培训，就导致了这个矛盾的问题。Je vais vous donner un exemple. Euh, au début des années 1990, j'enseignais à Jiangxi Zhongyi Xueyuan, donc la faculté de médecine chinoise du Jiangxi, à Nanchang. Avec le président avec le président à l'époque qui était Yang Fukuo, président, c'était le Yuanchang de Jiangxi Zhongyi Xueyuan, nous avons mis en place pour la première fois dans le monde occidental, un cours à plein temps de médecine chinoise. 7 mois en France, 2 mois en Chine tous les ans, pendant 5 ans. Et les étudiants préparaient donc le Pengke, c'est-à-dire le Xueshi. Eh bien, donc ils avaient, là ils étaient à plein temps, ça veut dire du lundi jusqu'au vendredi soir, toutes les semaines de l'année. La formation sur 5 ans faisait 4280 heures. C'était, je dirigeais cet enseignement avec l'aide de collègues chinois qui étaient invités, qui venaient à tour de rôle enseigner. Eh bien, c'était incontestablement la formation la plus étendue qui eut lieu en Occident. Nous avions cependant à peine une dizaine d'élèves. Pourquoi? Parce que pratiquement personne ne pouvait à la fois financer la formation, ne pas travailler pour manger, pour s'habiller, etc., et être totalement disponible toute la semaine pour étudier. 这里举一个实际的例子，1990年初的时候呢，我们的马叶怡教授当时是在江西中医学院担任这个教授，当时在南昌，在学院校长的支持下呢，他跟一些中国的
同事建立了一个全日制的中医培训的本科课程，把它设立在了法国啊，这个是在西方也是史无前例的第一个学士类的中医文凭。当时这是全日制的这么一种培训，设计呢是7个月在法国上课，2个月呢到中国实习，总共呢5年下来，一共要花费4580个小时的学习时间。那么不可否认呢，这个学士文凭所提供的培训内容是在法国甚至在西方都是最大规模的中医类的培训课程。但是呢，有一个问题，当时仅有10几个学生参与了这个学士的文凭的学习。原因呢，就是我们刚才提到的这2个，一个呢就是学费非常的高昂，再者呢就是有能力支付这些学费的人，他们往往因为工作没有时间来去参加。C'est bon? Oui. En conséquence, les cursus qui demandent un investissement restreint en temps et en argent sont plus fréquentés et ont plus de succès que les formations qui sont plus longues et plus exigeantes. Même les diplômes universitaires consacrés à la médecine chinoise, vous savez, les diplômes que j'ai dirigés pendant quelques années au sein des universités, ne disposent pas de subsides de l'État, ils doivent être autofinancés. Donc tous les frais inhérents au fonctionnement doivent être payés par les inscriptions. Le désengagement de l'État et le retour marché influencent donc beaucoup les conditions de l'enseignement de la médecine chinoise. Maintenant, nous allons voir le troisième aspect, qui est l'aspect politique, parce que le temps passe et si on veut avoir des questions, il faut avancer. L'absence de financement public, le désintérêt des universités, la disparité des formations, mais également les difficultés d'intégration de la médecine chinoise dans les hôpitaux sont la conséquence de l'absence de statut légal de la profession de praticien de médecine chinoise en France. En outre, cette situation anachronique fait que les quelques milliers de professionnels en exercice risquent pendant toute la durée de leur activité d'être condamnés pour exercice illégal de la médecine, avec des peines allant de l'amende à la prison avec sursis. 这里就罗列了这个政治方面的原因缺少国家政府提供的补助，然后还有这个大学机构呢，他们不感兴趣等等，导致没有真正意义上的大学教育中医类的大学教育。allez-y. Il faut cependant reconnaître qu'au regard des millions de consultations réalisées chaque année en France, il y a relativement peu de poursuites. La médecine chinoise est en effet touchée par de plus en plus de patients qui y voient une alternative aux échecs ou aux insuffisances de la médecine occidentale ou un complément à leur traitement médical habituel. Les usagers sont également favorables à tout ce qui élargit l'offre de soins dont ils peuvent bénéficier afin d'augmenter leurs chances de guérison ou de soulagement, particulièrement dans le domaine des maladies chroniques. Pour lesquelles la médecine occidentale, conventionnelle, n'apporte que des solutions qu'ils jugent
incomplète ou insatisfaisante. 这里稍微补充一下，鉴于法国每年进行了数百万次诊疗，不是磋商，诊疗，实际上受到起诉的这个数量是非常少的。然后呢，在公众层面，大家还是非常欢迎中医作为一种西医的替代疗法进入到他们生活中的，因为确实对于慢性病，中医呢起到了很好的疗效。Alors, je vais m'interrompre ici parce qu'il est midi moins 10 et que je voudrais pouvoir répondre à vos questions. Il y 好的，aurait beaucoup de choses à dire et à expliquer. Hein, je vous ai fait un petit tour d'horizon en hélicoptère, comme on peut dire. Hein, 嗯 comme si on visitait Venise ou Paris en hélicoptère. 嗯。就是我们今天这个主要的内容就讲到这里哈，因为时间所限，确实只能够，这个跟大家做一个总结，就像坐了直升飞机，有一个俯瞰的视角，看到了法国现在面临的中医认可的问题。那么接下来的时间呢，我留给大家看有没有想跟教授交流的问题、疑问以及自己的想法。嗯，好 Alors, 呀，这个，voilà. 我 Mais je vais 非 répondre à 常 vos questions et éventuellement revenir sur les stratégies que j'ai décidé d'élaborer aujourd'hui. Mais d'abord, la place à vos questions. 嗯。好呀，我简单的说一下啊，这个非常感谢啊，马一仪教授的一个精彩的跟我们的分享。他总共是分成2个部分嘛，是吧？一个部分是法国中医的认识的一个过程，从这个第一部分来讲啊，这样来讲也是就是在政治层面上也是就是等于是非常的不太重视就是实际上还没有得到重视。这个不太容易重视的话呢，就会在这个讲的法律地位上呢，我们中医的这些从业者就是能够就不太容易得到相关的认可。那么话在这个地方也是做了相关的一些努力，包括他也介绍了有这个5家的一个机构，那么其中比较重要的一个机构就是法国中医科学院科学院委员会，那么这个也是这个马毅教授担任主席的那么在这个过程中也是积极的一个推动的一个作用它的这个包括后期包括这个讲完之后呢，又是对这个我们讲的认可的这个现状过程的现状，也是在这个推进的过程中也是曲直的所以说发挥了我们马毅教授也是这个发挥了这个重要的一个作用。同时他也是对第2部分呢，也是讲的是说对我们的这个对法国的一个发展的这个相关的情况。这些情况来讲也是的分成怎么样的去推进也分成3个部分去原因去分析。那么文化方面来讲也是的文化方面来讲，它只是只是一个就是讲的话，我们讲中医只是一个是文化研究的一个对象这个也是造成了我们讲的这个方面的一个还有经济方面的学费方面的包括这些这个我们讲这个在经济上公立大学的学费相对比较便宜，私立医院比较就是因为比较杂乱。那么话在这个我们讲的这种情况下也是没有监管的各个培训的也是有好有坏的那么话由于这个自费的在实际上来讲，目前情况下在法国来讲，这些培训也都是自费的，也是学费比较高的。那么话这是极大的影响着我们讲的中医的一个教育。同时也在政治方面也讲中医的融入的医院的一些困难，是最主要是一个政治上的，对吧？缺乏到它的一个法律的一个地位。那么话这个方面来讲也是就是讲的话，把这个中医作为一个替补的代用，还尤其是补充，那么这些方面都是能造成我们讲的这个就是一些困难。
但是我相信啊，这个我们马毅教授啊一直在推动这个方面。那么话，今后目前情况下肯定是比以前更好啊。在这里我有一个问题啊，问我啊，就是马毅教授在讲这个在文化层面上在讲的时候，那么话1759年啊，第一篇的我们讲中医的一个论文啊，出现了一个论文，那么说明它的这个历史悠久。在这个里面有一句话我不是太明白的，因为他是说在这个就8000名啊这一医师啊这一中医师，那么话这个情况下也是我们讲的得到了很高的历史的高水平。那么话在这个8000名的中医师，我不太理解是在什么时代，还是现在，还是在那个时代啊？就是1759年还是什么，还是现在对8000名啊？OK，好。我先讲这些啊。Merci beaucoup pour votre intervention d'aujourd'hui. Effectivement, ça nous a permis de voir l'intégralité des difficultés, des inconvénients auxquels auxquels est confrontée la médecine chinoise en France. Mais grâce à vos efforts, aux efforts de tous, notamment l'effort de conseil académique et scientifique de médecine chinoise que vous dirigez, nous espérons que à l'avenir, ces obstacles pourront être franchis. Et j'ai une petite question, c'est pas moi, c'est le Monsieur Xie. Donc, vous avez évoqué que la première thèse a été soutenue en 1759 à l'Université de Montpellier. Donc, ça montre que sur l'aspect académique, la médecine chinoise jouit d'un statut très particulier, très ancien. Vous avez évoqué un chiffre de 8000 de praticiens. Et ces 8000 praticiens, est-ce que ça date déjà de l'époque du XVIIIe siècle ou c'est aujourd'hui? Alors, le nombre de praticiens que j'ai mentionné, c'est aujourd'hui. Il faut savoir que le nombre précis est difficile à évaluer pour deux raisons. La première, c'est que certains praticiens font de la médecine chinoise et autre chose. Par exemple, des médecins de médecine occidentale qui font aussi de la médecine chinoise. Par exemple, des kinésithérapeutes ou d'autres professionnels qui font en partie de la médecine chinoise. Et puis, il y a aussi une difficulté à déterminer le nombre précis parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas, révéler officiellement qu'ils pratiquent la médecine chinoise parce qu'ils sont inquiets d'avoir des ennuis, parce que c'est à cause des problèmes juridiques qui sont derrière. Donc, pour toutes ces raisons, le nombre est une approximation que nous avons évaluée avec l'aide de sociologues, en faisant tout un ensemble de recoupements assez compliqués, mais qui nous a conduits vers ce chiffre. 刚才提到的8000名中医从业者是现在的这个大约的这个中医从业的人数。这个从业人数呢没有办法来去做一个精准的统计，为什么呢？有2个原因。第一个呢是从事中医行业的这些人员呢，他可能同时也在从事其他的行业，他不是唯一专门从事中医的。那么比如说有一些西医生，他可以做针灸；有一些整骨医生，这个顺势疗法的医生，他同时也可以做一些拔罐、推拿等等。所以说呢，这个时候统计起来，你就没有办法来去做一个比较精确的计算。第二个原因呢，就是一些从事中医行业的这些从业人员，他不愿意透露自己在从事这个行业，因为他担心说，会被别人控告啊，因为在法国呢，中医是没有法定的地位的。如果说你是非法的从医，就会遭受一些法律上的风险。
明白。所以说8000名的这个数字是呢，是现金的，通过因为开始现金的。的时候没有听得清楚。就像我们中医的，就是有一些讲民间中医，有一些法律地位也不太容易得到那个认可。哎，还有一个，现在的时间还来得及吧？要不要再问看看？再提一个问题还是什么？嗯，oui, c'est 那 vrai, 我问问线上好吧？问问线上看看哪一位来？那要不然就提一个问题吧，时间有限。嗯。par exemple, en Chine, pour recenser l'ensemble des praticiens, c'est aussi difficile hein, parce qu'il y en a qui sont des praticiens dits héréditaires, bien sûr，que voilà, c'est difficile d'avoir un chiffre exact. 我知道。嗯，他还明白，就是在中国，比如说民间从事中医的人也有很多，所以你很难来去做一个精确的数字统计。好，那么这个接下来我看到有人在对话框里发了一个问题，嗯。嗯，哎呀，alors 对 il y 话 a 框 une question qui est dans le forum de discussion. Est-ce que vous J'ai le vu, la j'ai voyez? regardé cette question, mais je n'arrive pas bien à comprendre en fait parce que c'est peut-être moi qui lis mal, mais en fait la question, elle porte, si j'ai bien compris, dans l'histoire du développement de la Chine moderne, la médecine chinoise a rencontré un problème important, c'est la relation entre la théorie de la médecine chinoise euh, et ce qu'on pourrait appeler, comment on pourrait dire ça, Zhong Yaomi, les relations avec quoi, comment on traduirait ça? Ah bah, Euh, je vais demander à la personne，parce que 这个 c'est 问 pas 题 très 呢，clair. 这个问题能不能请潘老师来去解释一下？这里看不太清，看不太明白，能不能稍微解释一下？这个我的稍微解释一下，问有这个我的认为他可能提的意见是，就是中医的理论跟实践，对吧？就是在这个我们讲的中医理论跟中药，因为是我们呢现在呢有一种情况，就是医药它是分家的了，对吧？那么话在这种情况下，就是理论跟实践，理论实践的事情，就是现在的不是很多的现代的科学技术现在科学技术越来越多，那么话会造成两者的脱离嗯。Oui. 就是这个就是他问的意思，我也在看就是他是讲的是现代医学的科学的发源地之一，那就法国嘛，对吧？现代的就是现在刚刚讲的是传统的，就是我们讲的西医是吧？传统的西医，在这个法国，那么话这个我们作为这个研究的人员，那么怎么样看待这个问题？就是现在的这个理论跟实践呢，越来越脱离了我刚刚也听到，这个马毅教授也是在讲，他到这个哪个国家去讲课的时候，单课的时候，对吧？讲理论文化理论，他们也要是有一些校长也是要提，能不能讲一些临床的我记得好像是有这一段描述的就是实际上理论跟实践是分开来的，就是越来越分开来了。也正是因为现代技术的这种发展。嗯简单说说吧，没什么。嗯，好的。Hmm. Donc, globalement, la question porte sur la séparation de théorie et de pratique. Euh, Est-ce que là, actuellement, grâce au développement moderne de la science, en France, pour les académiciens, pour les scientifiques, est-ce que l'on peut se passer des théories euh, de médecine chinoise, mais plutôt est-ce qu'on peut se concentrer davantage sur la pratique, hein, sur les technologies qu'on utilise en médecine chinoise? Est-ce que ça vous parle, ça?
没关系，这个问题我感觉到不一定要去回答了。实际上来讲，我们讲的是一个这个就是我们讲逐渐的，就是我们认为本来是认为是什么，就是中医你那个现代的科学知识是不是对立，实际上就是这个意思，就是越来越感觉到现在怎么样去处理，这个是比较深层次的一些事情。那么话这个没必要去回答，我个人认为。Est-ce qu'il existe une rivalité entre les théories de médecine chinoise et ses pratiques? Voilà, 对，就是讲的我 c'est la 们中医 question. 的理论怎么跟现代的科学相结合，是吧？就是我们讲这个是比较深层次，不用 Est-ce 不用 qu'on 回答。on peut justement casser ce lien entre les théories et les pratiques? On prend en compte seulement les pratiques. Parce que les théories datent de très longtemps et peut-être c'est plus en cours. 哎呀， Euh, 要不然的 alors, 话，今天alors, je pense que tout dépend de qui va s'intéresser à la médecine, à ces questions concernant la pharmacopée. Si ce sont les praticiens de médecine chinoise, ceux-ci sont évidemment très attachés aux théories fondamentales de la médecine chinoise. Par exemple, ils vont, pour une drogue, ils seront attachés au fait de connaître sa nature, sa saveur, ce qu'on appelle donc les chi ou wei, hein, les 4 chi et les 5 saveurs, le kueiting, les méridiens destinataires, les règles qui sont aussi liées à la construction des formules, par exemple les Jingfang, etc. Si on s'adresse à des pharmacologues, les pharmacologues peuvent être intéressés par telle ou telle substance d'origine chinoise et eux se moquent totalement des théories de la médecine chinoise. Sauf qu'aujourd'hui, en France, vous n'allez pas avoir les pharmacologues, ce n'est pas eux qui prescrivent. Donc, lorsque le patient veut être soigné, il va se tourner vers un praticien de médecine chinoise. Et les praticiens de médecine chinoise, eux, sont assez attachés aux théories. Donc, j'espère que je réponds à la question. Si je ne réponds pas précisément à la question, j'invite le professeur Sier à me donner un exemple à partir de soit d'une drogue, soit d'une formule, soit d'une maladie. Et comme ça, je répondrai plus précisément. D'accord? 尝试回答一下这个问题啊。教授说，这个要针对不同的人，可能会有不同的回答。对于中医的从业者，就是中医生来说，他们可能在从业临床治疗病人的过程中呢，是没有办法抛弃理论来去给病人诊断以及开药的。比如说要给他开药方，那就必须得考虑到药与药之间的这个相互关系，药性本身是怎么样的，它是什么味道的。要考虑到，比如说中医理论里面讲到的四气五味，要知道一个药方它是怎么样去配出来的，它是有一定的中医基础，这个中医理论要去考虑的。这个呢，他们是没有办法来去将实践跟理论来去抛开他们之间的关系去讨论。但是呢，如果说对于药学的研究员来说，药剂的研究员来说，他可能就可以不关心理论了，他只需要着重的以科学家的视角来去看药物本身的性质，他就不再需要来去研究中医理论本身了。这个不知道有没有回答到您的问题？非常感谢啊！我刚刚听到这个我们马一仪教授的一个回答啊，实际上来讲我是非常的认可啊，就是本身来讲啊，他在这个我刚刚前面听他讲的啊，也是在江西中医药大学啊，进行这个担任教授啊之类的，是吧？
这个是江西中医药大学也是个很不错的一个学校。所以说刚刚这个我们马毅教授啊也是对这个方面进行了一个回答啊，详细的回答。是吧？我不好，就是由于时间的关系啊，今天就这样的，我也是第一次啊，比较积极的跟我们的这个法国的一个专家啊，特别是在我们讲的法国推动中医药的这个方面，做出这么大的贡献的一个马毅教授啊，那么我是非常值得我尊敬的。那么话，在这个呢，就是我们在这沟通的过程中啊，也是的啊，也是我们讲的在这个沟通中医的发展的问题，以及我们的这些在这个里面的思想的碰撞，所以说会产生我们讲的很多的有价值的火花，也是再次感谢啊我们马毅教授今天的精彩的授课，也感谢现场传译的这个辛苦的这个传译，今天啊就是说就让今天时间啊有时间关系就到此结束这一次活动，谢谢。Merci beaucoup, professeur, pour votre réponse. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'université de médecine chinoise de Jiangxi. Voilà, effectivement, c'est une bonne université qui est connue en Chine. Et aussi, j'ai l'honneur d'assister aujourd'hui à votre intervention et j'ai beaucoup appris. Cet échange, je pense que c'est un moyen c'est très efficace qui permet de faire rencontrer les pensées françaises et les pensées chinoises. Mais malheureusement, on n'a pas assez de temps pour développer davantage. Mais tout de même, on espère avoir d'autres occasions pour poursuivre notre dialogue. Oui, alors ce que je peux dire, c'est que le non, pardon, vendredi, notre prochain exposé va porter spécialement sur la pharmacopée chinoise. Donc, ce qui fait que je vais développer davantage la façon dont les praticiens français utilisent la pharmacopée chinoise. Donc, ça permettra de répondre peut-être à certaines questions et apporter plus de précision. 那么就是说，今天也非常感谢大家的这个聆听。这个周五，本周五呢，另外一节课，我们的教授会专门的讲中药在法国的这个现状。到时候呢，感兴趣大家也可以继续来听。那么中药呢，讲到这个课程，可能可以来去进一步回复刚才潘老师提出了这个问题啊。如果没有其他的疑问的话，我们今天就到这里。谢谢。Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une autre question ou si on est Apparemment, je pense pas parce que Monsieur Sier a déjà dit les remerciements. Ah, donc à mon tour de vous remercier pour votre accueil et votre intérêt. Euh, et je suis aussi très reconnaissant, comment dire, de la, de l'attention que vous portez à ces modestes communications. Et, et je me réjouis que nous puissions avoir des échanges intellectuels qui nous permettent de faire progresser la médecine chinoise dans le monde et qu'elle puisse être mieux comprise et qu'elle puisse se développer de façon efficace. 那么在结束之前呢，我们的教授也非常感激大家对这个中医在法国现状的这个兴趣以及关注。虽然说今天的这个课程不是最完美的，但是呢，相信通过今天的这个交流的机会呢，能够抛砖引玉。未来呢，期待有更多的可能性，能够进一步的跟大家沟通中法在中医领域的合作以及对话，非常感谢大家。值得期待。très bien. À Merci. bientôt. À bientôt. 好，再见。星期五。À bientôt.